Evening News. Célébration de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Bamako, les fidèles ont exprimé leurs vœux et ont salué la résilience du peuple malien malgré les difficultés. Lendemain de la fête de Ramadan, le Premier ministre rend visite aux familles de personnalités disparues. À l'international, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue en France pour un 1er mai très politique. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous sur Djoliba TV News. Dans ce journal Djoliba Evening News, la Oumma islamique du Mali a célébré ce dimanche 1er mai 2022 la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. À l'issue de la prière collective tenue à la grande mosquée de Bamako, des fidèles ont exprimé leurs vœux, d'autres ont salué la résilience du peuple malien. Cette résilience qui a permis de passer un bon mois de Ramadan malgré les sanctions économiques qui frappent le pays. Reportage Ibrahim Aguindo, Bakoroba Nyari. Après 29 jours de privation de repas, du lever au coucher du soleil, les musulmans du Mali ont, comme le veut la tradition musulmane, célébré la fête d'Aïd el-Fitr. C'est tout heureux que de nombreux Bamakois se sont rendus à la grande mosquée de Bamako, l'un des nombreux points de la ville où se tient la Nafila. Ala ye seli yira an sina kɛnɛ la an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de célébrer cette fête en bonne santé. La santé et la longévité sont les plus importantes dans la vie. Nous remercions Dieu de nous l'avoir donné. Saluant les efforts du peuple malien, le gouvernement, Bourama Soumano place cette fête de Ramadan sous le signe de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. Malgré tous ces problèmes qui traversent notre pays aujourd'hui, qui sont des problèmes qui nous ont été imposés d'un monde extérieur dans le but d'assouvir ses besoins ou de nous recoloniser. Dieu nous donna la chance d'avoir un peuple animé d'un sursaut d'orgueil. Sachant bien avec tous ces flambeaux de prix, les Maliens ont accepté de se donner les mains et de s'unir autour de l'idéal. L'idéal, c'est de sauver, protéger le Mali, créer l'entente dans la diversité, créer la paix, la cohésion sociale. Donc cette fête, nous, on les place sous l'angle de la paix, de l'unité, de la cohésion, de l'entente et surtout de la stabilité. Les musulmans ont imploré le Tout-Puissant pour sortir le Mali de la crise actuelle. Aussi, certains ont profité pour donner des conseils aux autorités de la transition. Nous invoquons Dieu afin qu'il nous extirpe de la situation dans laquelle est plongé le Mali. Nous subissons une trahison. Aujourd'hui, la situation de paix que nous vivons relève de la bénédiction de la baraka. Dieu dit, tant qu'on l'implore, il y réagit, ainsi nous l'invoquons. Nous lui demandons de faire régner la paix sur notre pays. Dans cet achevé, dans la sérénité, nous demandons à Dieu de mettre fin à la crise que connaît notre pays. Un conseil pour nos autorités. Gérer ce pays n'est pas facile. Nous sommes sur une mauvaise pente et seuls les dirigeants peuvent nous aider à la quitter. Cette prière de Ramadan a été marquée par l'absence du président Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako, un choix apprécié par Amadou Touré. Du fait que le président ne soit pas venu, beaucoup ne comprennent pas. Mais moi, je suis content. Cela prouve qu'il aime son pays. Le président est un guerrier. Il pouvait venir, mais s'il ne l'a pas fait, c'est pour le bien de tous. La prière peut se faire partout. De Koulouba, il a les mêmes bénédictions que nous. Les retours d'Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako étaient attendus par nombreuses personnes après la tentative d'assassinat du 20 juillet 2021, le jour de la Tabaski. Pour cette Aïd el-Fitr, le pensionnaire de Koulouba a décidé de faire la nafila sur place au palais. Pour le moment, aucune raison officielle n'a été donnée sur son absence à la grande mosquée. En attendant, les uns et les autres profitent de la fête. Bonne fête à toutes et à tous. Toujours dans le cadre de la fête de l'Aïd el-Fitr, ils sont nombreux, ces Maliens, qui ont formulé des vœux pour la paix, l'entente, la cohésion sociale dans le pays.
Écoutons quelques fidèles musulmans après la prière à la grande mosquée de Bamako. Ils sont au micro de Bakor Banyari. Ala ka jamana in basigi, ala ka jamana in sankorota, ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ. Fitne ni balaw bɛ jamana in kɔnɔna la, ala ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la, ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ, ala ka jamana kɔnɔdenw kan bɛn. Mali ye silamɛ jamana de, bon an bɛɛ taabolo de y'o ye, an bɛ dugawu de kɛ jamana in ye pour que jamana in ka ɲɛ sɔrɔ, jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ, jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ, jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na. An b'o dugawu don de kɛ. Dugawu kɛ denmisɛnninw ye, ka si d'u ma, ka kɛnɛya d'u ma, ka labanko ɲuman d'u n'a ma, ka garijɛgɛ ɲuman d'u n'a ma. Ala k'u sɔnbaga k'a la ni kira ye. An ka dabagatɔw, Ala k'u hinɛ, Ala ka yafa k'u ye, Ala k'u ni ma cɛ ɲɛ, Ala ka saya k'u ma lafiya ye, Ala ka na so barika t'u fɛ. U taara ka fɛn min t'u kɔ, Ala ka barika d'u la, Ala k'an yɛrɛ ɲɛ, ka san ta d'u ma. Ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la, Ala ka yafa k'u ma. Ka yen fiw ma yan ye k'an yɛrɛw ta kɛ ko ɲɛ k'an ni diɲɛ fara ko ɲuman Ala ka n'an sɔrɔ kɛ diɲɛ ye Ala k'an laban ɲɛ k'an sutura k'an ta fanga d'aw ma ka barika d'aw la ka kɛnɛyaw di ka banajuguw nagasi. Ala ka si d'an ma ka kɛnɛya d'aw ma ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma Ala ka mɔgɔkɔrɔba si d'aw ma ka du ta fanga di ka ta si di kira wɔrɔma kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam. Ala ka san wɛrɛ yira a la k'a yira an bɛɛ sitigi la k'a yira an nafolotigi la k'a yira aw dentigi la k'a yira aw fatigi la k'an ka batow minɛ san mana kɛmɛ bɔ an ka jɛ k'a seli ka hinɛ an ka dalenw na yafa k'u ma Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u kaburu nɔrɔ Ala ka jamana suma Ala kira ka jamana suma Ala k'an kisi sababu jugu ma mɔgɔ jugu Ala k'an kisi u ma Ala ka san caman yira an na. Au lendemain de la fête de Ramadan, jour de pardon, de solidarité et de partage, ce lundi 2 mai, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a rendu visite aux familles de certaines personnalités disparues qui ont marqué l'histoire contemporaine de notre pays, notamment chez Lebo Traoré, la veuve de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Moussa Tembine pour le compte-rendu. Le Premier ministre s'est rendu successivement chez les descendants des dirigeants du Parti de la Solidarité et du Progrès, PSP, dans la grande famille de Daba Keïta, chez la veuve de feu président Modibo Keïta, dans la famille de feu Mamadou Konaté, Dadou Karim Kamara, dit Cabral, et chez les veuves des présidents Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Bouaka Keïta, ainsi que chez la veuve de feu Smaïla Sissé. Shogel Kokala Maïga a adressé tous les vœux du chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et du gouvernement à l'occasion de la fête d'El Fitr. Toutes ont remercié le Premier ministre pour cette démarche. De cette initiative, je remercie surtout Monsieur le Président et soyez sûr que tous mes vœux vous accompagnent. Je suis de cœur avec vous. Toute la famille de Moussa est de cœur avec vous. Je fais beaucoup de bénédictions pour la réussite, pour le renouveau du Mali, pour le Mali Koura. Et comme vous l'avez dit, je crois que tout le monde est prêt pour le sursaut et pour le consensus autour du Mali. Et comme il a dit, sans la paix, il n'y a pas de développement. Absolument. Et ce qui est passé, c'est passé. L'erreur humaine. Absolument. Il n'y a pas qu'elle ne fait pas d'erreur, il n'y en a pas dans le monde. Absolument, absolument. Mais il faut reconnaître aussi les bienfaits aussi. Wallahi, wallahi, wallahi. Et comme il le reconnaît, que c'est ceux qui ont passé, chacun a fait de son mieux. Absolument. Et que Dieu les accompagne, Dieu les aide à continuer. Allahumma. Que nous soyons dans la paix. Allahumma. Que nous voyons la paix, je le répète encore. Allahumma. Et sans la paix, il n'y a pas de développement. Wallahi. Nous avons toutes nos bénédictions. Wallahi. Que Dieu nous garde. Allahumma. Que Dieu bénisse le Mali. Cette visite s'inscrit pour le chef du gouvernement dans le cadre de la réconciliation, du rassemblement et de la reconstruction d'une union sacrée des Maliens et des Maliennes afin de poser les jalons du Mali Koura. Les visites que nous avons rendues aux illustres personnalités qui ont marqué l'histoire contemporaine de notre pays résultent d'une réflexion sur la conduite de la transition, sur la construction des fondations du Mali Koura. Hommes et ces femmes, nous devons nous servir de leur parcours pour réconcilier les Maliens. Ces personnalités, me semble-t-il, de par leur action,
de par l'idéal qu'ils ont pu porter, de par leur dire et leurs faits, me semble-t-il, ont incarné globalement, quand vous mettez ensemble, les aspects positifs de la construction de notre pays pendant ces 70-75 dernières années. Les descendants du président Modibo Keïta ont salué la visite du Premier ministre. Ils ont témoigné que de 1968 à aujourd'hui, aucune autorité n'a foulé le sol de cette famille, comme pour dire que la réconciliation a bel et bien commencé. Pour le chef du gouvernement, leur œuvre doit être enseignée dans nos écoles. Dans la capitale malienne, Bamako, la fête de Ramadan continue même si le mouvement en ville semble un peu morose. Pour bien profiter de la journée, chacun à sa petite manière, surtout les enfants qui investissent les espaces publics accompagnés de leurs parents. Pour plus de détails, Cheikh Omar Mariko a fait le tour de la ville. Suivez. Voici à quoi ressemble la circulation de la ville de Bamako au lendemain de la fête du Ramadan. Une circulation assez timide d'un côté ou d'un autre totalement morose. Pourtant, chacun en cette ville a trouvé comment bien profiter de la fête. En ces jours, les enfants ont pris d'assaut les parcs zoologiques. On est venu ici pour amuser et jouer, pour regarder les lions et les panthères, les serpents. Je suis venu accompagner mes jeunes frères pour la fête, donc pour qu'ils puissent profiter aussi. Donc comme vous pouvez le constater, il y a trop de monde ici. À peine on parvient même à rentrer. Même situation au parc national, l'un des sites incontournables. Cet espace public est investi par les enfants. Je suis contente et heureuse car il y a du monde partout. C'est la première fois, mais pour mes soeurs, c'est peut-être la deuxième fois. Nous sommes venus nous amuser, profiter un peu avant de retourner à l'école. Plus loin à la place du cinquantenaire, d'autres ont voulu saisir l'occasion pour immortaliser les moments. Nous avons décidé de nous dégourdir les jambes et prendre des photos en souvenir du moment passé. C'est le lendemain de la fête. Si nous quittons ici, nous allons également visiter le parc national. Si pour les uns, le lendemain de la fête était un moyen de repos ou de distraction, pour d'autres, c'est d'en profiter pour se faire de l'argent, comme cette vendeuse de pop-corn. Vous arrivez à beaucoup vendre? Oui, un peu. L'autre pratique immanquable et remarquable lors des fêtes est la traditionnelle salutation des enfants chez leurs proches parents. Je vais chez un parent. C'est l'ami de mon père. En outre, le lendemain de la fête du Ramadan est utilisé par beaucoup pour aller saluer les beaux-parents. Ou pour d'autres, exceptionnellement faire les grains entre amis. Autre fête, dans certains pays, il est appelé fête du travail, dans d'autres, c'est la journée internationale des travailleurs. Le 1er mai a été instauré comme une journée internationale de grève pour revendiquer la journée de 8 heures qui devint au XXe siècle une journée de lutte et de célébration des combats des salariés. Anna Celia Kone nous raconte l'histoire. La fête du travail ou des travailleurs telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures de travail à la fin du 19e siècle. Aux États-Unis, au cours de leur congrès de 1984, les syndicats américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de lancer leur action le 1er mai, date du Moving Day, parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable. C'est ce même jour que les contrats de travail arrivent à leur terme. La grève générale du 1er mai 1986, impulsée par des anarchistes, est largement suivie. Ils sont environ 340 000 dans tout le pays. À Chicago, la grève se prolonge dans certaines entreprises et le 3 mai 1986, une manifestation fait 3 morts parmi les grévistes de la société MC Cornish Harvester. Le lendemain a lieu une marche de protestation. Dans la soirée, la manifestation se disperse à High Market Square. Il ne reste plus que 200 manifestants face à autant de policiers. C'est alors qu'une bombe explose devant des forces de l'ordre. Elle fait 1 mort dans les rangs de la police. 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'ensuit.
À la suite de cet attentat, 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort. 4 seront pendus le vendredi 11 novembre 1987. Depuis, le nom Black Friday ou Vendredi Noir est resté. En 1893, le gouverneur de l'Illinois gracie les 3 syndicalistes encore détenus en raison de la fragilité de l'enquête et du processus judiciaire. Le deuxième international socialiste s'est réuni à Paris à l'occasion du centenaire de la Révolution française et de l'exposition universelle. Cette internationale décide le 20 juillet 1989 de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul étant chômé. Le 1er mai 1890, dans le nord de la France, la manifestation tourne au drame. La police tire sur des ouvriers et fait 9 morts. À ce nouveau drame, le 1er mai s'enracine dans la tradition de lutte des ouvriers européens. En 1920, la Russie bolchevique décide que le 1er mai sera désormais chômé et deviendra la fête légale des travailleurs. Aujourd'hui, la fête du travail ou des travailleurs est commémorée par un jour férié dans la plupart des pays ayant institué une telle fête, comme au Mali. Et dans ce journal, nous recevons un invité pour parler de la Journée internationale des travailleurs. Nous recevons justement M. Ousmane Almoudou, porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. Monsieur Ousmane Almoudou, bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout un plaisir. Alors, la Journée internationale telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. La question est de savoir, est-ce que cette loi est respectée ici au Mali? Merci madame, merci pour l'invitation à nous faite à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail. Je voudrais tout d'abord, avant de répondre à votre question, si vous le permettez, bien sûr, de souhaiter une bonne fête à tous les musulmans, à toutes les musulmanes du Mali. Mais je aussi vous permettez d'avoir une pensée pieuse non seulement à l'ensemble de ceux qui nous ont quittés, civils et militaires, mais aussi à notre collègue. Je vais parler de Mme Ouattara Ramatoulaye Togola, directrice d'école de son État, qui a été assassinée dans son bureau le vendredi à Séléngué. Nous pensons que c'est des heures sombres, pour l'école malienne, pour toute l'administration scolaire, parce qu'on n'aurait pas imaginé qu'un administrateur scolaire puisse être assassiné jusque dans son lieu de service. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous interpellons le gouvernement pour que la lumière soit faite sur cet assassinat et que les dispositions soient prises pour sécuriser notamment les enseignants dans leur milieu de travail. Maintenant, revenant à votre question, je voudrais rappeler quand même, comme vous l'avez dit tout de suite, c'est que c'est à partir de 1884 que les organisations syndicales des États-Unis et les travailleurs se sont donné la main pour exiger de leurs employeurs la limitation des heures de travail à 8 heures. Et ça lui a valu 2 ans de lutte, une lutte pendant laquelle ils ont perdu des vies. Certains sont partis. Et 2 ans après, en 1986, ils ont eu, n'est-ce pas, satisfaction de leurs revendications le 1er mai. Et en 1941, en mémoire à cette journée, la communauté internationale a décidé de célébrer le 1er mai en mémoire à ces gens-là. Donc depuis cette date à aujourd'hui, est-ce que la question que vous m'avez posée, est-ce que la journée de 8 heures est respectée au Mali? Globalement, oui. La journée de 8 heures est respectée. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que vous trouverez dans les emplois, notamment quand vous prenez les services de gardiennage, c'est des endroits où les 8 heures ne sont pas totalement respectées. Sinon que les conventions que le Mali ratifie, chaque année, il y a une évaluation qui est faite par les départements en charge du travail et de la fonction publique et en association avec les centrales syndicales pour évaluer quelles sont les conventions qui sont respectées au Mali, quelles sont celles qui ne sont pas respectées. Et si elles ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour le 8 heures, c'est respecté dans la globalité. Mais il y a des spécificités, parce que la qualité même de l'emploi de certains emplois font que certains sont obligés d'aller au-delà de 8 heures. Mais là, il y a des dispositions qui doivent accompagner pour permettre de prendre en compte effectivement ces charges-là. D'accord. Avant de poursuivre avec les questionnaires, nous adressons nos condoléances à la famille de la disparue et paix à l'âme de la défunte. Maintenant, nous poursuivons avec les questionnaires. Parlant des syndicats, quel regard portez-vous sur la lutte syndicale au Mali?
savez, la lutte syndicale, en tout cas pour les travailleurs du Mali, vous savez, depuis les heures des indépendances, bien avant l'indépendance, quand vous prenez l'historique du mouvement syndical au Mali, vous comprendrez que les organisations syndicales ont été à l'avant-garde, n'est-ce pas, de tout, non seulement des évolutions sociales, mais aussi des évolutions politiques. Et personne ne peut ignorer le rôle qu'a joué l'unique centrale syndicale qui existait en 1991 dans les événements qui ont eu lieu en mars 1991 pour nous amener à la démocratie. Ça, c'est vraiment ça. Maintenant, au-delà de ça, les travailleurs maliens, n'eût été l'existence des organisations syndicales, je pense qu'on n'en sera pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons contribué à améliorer les conditions de vie. Et, historiquement, il y avait une seule centrale syndicale. Aujourd'hui, c'est là où on se retrouve avec 4 centrales syndicales. Mais toutes ces centrales-là œuvrent à ce que les conditions de vie de travail des travailleurs soient améliorées. Et ça, je pense qu'on peut s'estimer heureux là-dedans. Il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances parce qu'à un moment donné, quelles qu'en soient les divergences de vues, comme ça se passe dans certains pays à nos côtés, les centrales syndicales se trouvent en intersyndical, en organisation, en regroupement. Malheureusement, pour le moment, au Mali, ce n'est pas le cas. Il y a 4 centrales syndicales, mais c'est des centrales qui sont aujourd'hui en train de se regarder en chien de faïence. Donc il n'y a pas cette complémentarité, cette union de syndicats dont les travailleurs ont besoin pour pouvoir booster davantage les conditions de vie des travailleurs. Mais dans la globalité, j'estime que les syndicats sont en train de jouer leur rôle. Ça, c'est de façon globale. Maintenant, de façon sur le plan sectoriel, au niveau des syndicats de l'éducation, au niveau des syndicats de la police, chaque syndicat à son niveau aussi en train de travailler pour améliorer les conditions de vie des syndicats de façon spécifique, ça, de façon sectorielle. Justement, au niveau du syndicat de l'éducation, comment êtes-vous organisé? Non, au niveau des syndicats de l'éducation, vous savez, l'enseignant de façon... l'enseignant a été toujours traité comme étant, excusez de l'expression, le moins qu'érien de la société. Cela a fait que la fonction même a été en train d'être abandonnée. Personne ne voulait être enseignant, même aujourd'hui, sinon plus qu'auparavant, personne ne voulait être enseignant. Je pense qu'il y a des anecdotes qui ont circulé dans notre territoire. Quand vous voyez une belle femme avec un enseignant, c'est que c'est la fille à son tonton, etc. Donc nous nous sommes dit qu'à partir de 2016, nous nous sommes dit qu'il va falloir que les syndicats se donnent la main. C'est ce qui a amené le regroupement des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. Nous nous sommes dit que, quelles qu'en soient les divergences, on a un intérêt commun. L'intérêt qui est là, c'est la valorisation de la fonction enseignante. C'est comme ça que les syndicats qui, à l'époque, étaient d'accord, se sont donné la main. Nous avons déposé notre premier préavis de grève le 15 octobre 2016. C'est pourquoi nous avons appelé l'intitulé. Entre-temps, ceux qui ont compris l'idéal sont venus, nous sommes ajoutés. Et là, je pense que ça nous a permis d'avoir un statut pour les personnels enseignants. C'est extrêmement important à partir de 2018. Et ce statut-là a permis d'améliorer, parce que ça a permis quand même de donner une grille spécifique au personnel enseignant, d'améliorer les conditions de la valeur indiciaire, disons, la grille des enseignants. Ensuite, nous a permis d'avoir des primes indemnitaires pour les personnels enseignants. Je pense que c'est là où nous sommes en train de nous organiser. Maintenant, à partir de, vous le savez, en 2019, en 2020, il y a eu une lutte qui nous a opposés avec le gouvernement d'alors de Feu Ibrahim Boubacar Keïta, qui était l'application d'une des dispositions de la loi pour lesquelles les enseignants se sont battus. Et cette lutte-là est en cours parce que vous savez qu'en 2021 aussi, il y a une augmentation sur le statut général. Et cette augmentation est revenue de droit aux enseignants en termes de grilles. Le gouvernement n'est pas dans les dispositions de faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on le précise. Nous étions en mouvement de grève avant le début des sanctions que la CEDEAO et l'UEMOA, des sanctions injustes infligées à notre pays. Nous avons décidé de suspendre nos mouvements de grève et l'ensemble des activités qui étaient prévues. Et ça, jusqu'à ce que les sanctions soient levées. Et dès que les sanctions sont levées, forcément, les syndicats de l'éducation vont revenir à la charge pour amener le gouvernement à appliquer l'article 39 du statut du personnel enseignant. D'accord. Et est-ce que faites-vous face à des difficultés? Avez-vous des difficultés? Vous savez, dans la gestion d'un groupe, il y a toujours des difficultés. Et les difficultés internes et les difficultés externes. Vous savez, dans le mouvement qui est en cours, nous sommes arrivés à un moment où, disons, la situation du pays même ne nous a pas favorisé disons, la tâche. Les crises qui sont là, vous avez vu une première transition qui a été achevée par un autre coup d'État.
n'est-ce pas, avec l'autre qui est parti. Avec tout ça, nous étions en train de discuter avec les autorités pour trouver une solution à la question. Au-delà de ça, entre nous-mêmes, organisations syndicales, à un moment donné, il n'y avait pas eu la même lecture, la même convergence de vues, le même discours, ce qui a fait que cela a été utilisé par, disons-le, par les autorités pour essayer de diviser les gens, pour en fait, affaiblir le groupe. Mais toujours est-il que nous, en tant qu'organisation, en tant que responsable, surtout en tant que porte-parole, il était de ma responsabilité de faire en sorte que le groupe soit maintenu, que l'unité du groupe soit restaurée et de faire en sorte que la déferlante communication tendant à décrédibiliser les organisations, non pas les regroupements de syndicats de l'éducation ne prospère pas, pour que nous puissions maintenir le groupe uni et faire face à l'avenir. Parce que pour nous aujourd'hui, les syndicats de l'éducation, ce n'est pas seulement la revendication qui est sur la table aujourd'hui, c'est l'avenir. Demain, après-demain, si nous ne prenons pas garde, ce qui était en cours, la démarche qui avait été entreprise contre les syndicats de l'éducation, si cette démarche avait prospéré, on n'en serait pas là. Donc il fallait qu'on résiste pour que nous puissions continuer la lutte des organisations, des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre, au seul bénéfice des enseignants du Mali. On n'a pas d'autre calcul. Au seul bénéfice des enseignants du Mali, améliorer la qualité de l'enseignement, parce que nous estimons que pour qu'on ait un enseignement de qualité, il faut qu'il y ait des enseignants de qualité. Pour qu'il y ait des enseignants de qualité, il faut des enseignants qui sont mieux payés. Okay. Et c'est la fin de cet entretien qui recevait pour l'occasion M. Ousmane Almoudou, porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. Il nous parlait de la journée internationale des travailleurs. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier. Et de nous avoir apporté ces éclaircissements. Merci bien. Alors, nous poursuivons avec ce journal après l'invité, après cet entretien. Place à l'image du jour et nous allons parler du musée maritime des Pays-Bas. Le musée maritime des Pays-Bas est le plus grand musée au monde consacré à la navigation. Il est situé dans les ex-entrepôts de l'Amirauté sur l'îlot de Oosterdok à Amsterdam. Il est constitué de deux parties, l'une à l'extérieur avec les copies des bateaux accostés au quai, l'autre à l'intérieur qui est constitué d'une trentaine de salles reparties sur 3 niveaux, depuis le rez-de-chaussée où les œuvres sont exposées selon un ordre chronologique. Le premier étage illustre les premiers siècles de la navigation néerlandaise par des maquettes de navires, des cartes géographiques, atlas, map-monde, cartes nautiques, divers instruments, etc. Pendant que les expositions du niveau supérieur traitent du 19e siècle jusqu'à nos jours. Sa bibliothèque contient environ 400 livres antiques, une salle audiovisuelle. À l'origine, le musée est situé dans un édifice à l'angle entre la Cornelis, proche du Vondelpark. Il est transféré à son emplacement d'aujourd'hui dans un bâtiment construit en 1656 par l'architecte Daniel Stalpaert, qui accueille d'abord un ex-magasin de l'Amirauté, puis l'arsenal de la marine hollandaise et enfin l'actuel musée inauguré par la princesse Béatrix le 13 avril 1973. L'édifice est rénové en profondeur entre 2007 et 2011 par l'architecte Lisbeth van der Pol, avec notamment la couverture de la cour par une verrière autoportante de 34 mètres de côté. À présent, suivons la page internationale avec Sankou Diallo. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souhaité dimanche que les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali s'effacent au plus vite et a exhorté les pays riches à tenir sans tarder leurs promesses d'aide au Sud face à l'urgence climatique. De l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des 3 pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. À Dakar, M. Guterres a visité le chantier du futur siège
des opérations régionales de l'ONU, ainsi qu'une unité de fabrication devant bientôt produire des vaccins contre le Covid-19, mais aussi de façon expérimentale contre le paludisme et la tuberculose. Mais nous avons besoin d'une véritable équité mondiale en matière de vaccins. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, la situation actuelle représente une grave faillite morale. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, près de 80% de la population africaine ne soit toujours pas vaccinée. Les pays riches et les sociétés pharmaceutiques doivent accélérer les dons de doses et investir dans la production locale de vaccins, comme nous avons vu aujourd'hui ici à Dakar. Antonio Guterres a également abordé la question des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'Afrique, où ce conflit, a-t-il dit, aggrave une triple crise alimentaire, énergétique et financière. Sur ce point, Macky Sall a évoqué les impacts dramatiques de la guerre sur les économies des pays en développement et les menaces de famine qui en découlent pour l'Afrique. Nous pensons qu'il faut une désescalade sur le théâtre ukrainien et l'Afrique travaillera dans cette perspective, a-t-il assuré. L'Afrique, en dehors de l'initiative COVAX que nous avons saluée, est restée encore en attente de solutions qui doivent faciliter la relance économique du continent. Entre-temps, la crise ukrainienne est venue amplifier par sa nature cette crise, puisque nous avons des tensions sur l'approvisionnement des produits pétroliers et il y a une volatilité sur les prix qui impacte tous les pays. Il y a une poussée inflationniste qui ne laisse aucun pays en reste et il y a surtout des menaces de famine du fait que les fertilisants viennent également de la même région. Pour permettre aux pays du continent de faire face, Antonio Guterres a exhorté une nouvelle fois les institutions financières internationales à mettre en place de toute urgence des mesures d'allègement de la dette afin que les gouvernements puissent éviter de défauts de paiement et investir dans les filets de sécurité sociale et le développement durable pour les populations. Il a également rappelé que les pays africains étaient souvent les premières victimes d'un échauffement planétaire dont ils ne sont pas responsables. Plus d'une centaine de milliers de personnes ont défilé dimanche partout en France à l'occasion du 1er mai. Une mobilisation en os dans un contexte très politique après la présidentielle et plusieurs cortèges ont été émaillés d'incidents, en particulier à Paris, conduisant le ministre de l'Intérieur à dénoncer des violences inacceptables. L'élection du président de la République, c'est plus qu'important qu'il y ait du monde dans la rue. Les messages, c'est qu'il faut répondre aux aspirations du monde du travail, de la jeunesse, autour des questions de salaire, d'emploi, de sécurité sociale, la santé, la retraite, et puis sur les questions climatiques. Les mots d'ordre syndicaux étaient la hausse des salaires, le maintien des services publics et de la protection sociale et une politique de transition écologique. Il y a les élections législatives et j'espère que nos candidats vont pouvoir porter la question des conditions de travail des salariés et aussi de la sinistralité dans notre secteur sur la question déjà de la revalorisation de nos salaires, nos conditions de travail et aussi pouvoir assumer aujourd'hui ce pouvoir d'achat où nous arrivons à peine aujourd'hui à vivre. À Marseille, Martine Akoun, médecin retraité de 65 ans, est venu montrer qu'on n'a pas donné à Macron un black signe. Pour 5 ans, on a voulu faire barrage à Madame Le Pen. Je viens manifester tous les 1er mai, mais peut-être que la période après les élections a amené des gens qui ne seraient pas forcément venus, a-t-il déclaré. La destruction de tous les services publics, c'est innommable. C'est innommable. C'est beaucoup de nos concitoyens qui sont en train de perdre l'accès à ce que nos parents et nos grands-parents ont conquis depuis des décennies. Donc je me bats pour tout ça. Il faut que le peuple retrouve sa confiance. Il faut que le peuple prenne en main son destin et ne soit pas à la botte de l'économie. Ce 1er mai revêtait aussi une signification particulière pour la gauche, dans le contexte de négociations difficiles pour parvenir à un accord en vue des législatives. Dans la capitale, la manifestation entamée vers 14h30
Place de la République s'est dispersée place de la Nation peu après 18h pile. La CGT a revendiqué 50 000 manifestants, tandis qu'il était 21 000, selon une comptabilisation du cabinet Occurrence pour un collectif de médias. Une dizaine de milliers de manifestants, dont des Black Blocs, se rassemblent pour la manifestation révolutionnaire. Le 1er mai à Berlin, encadré par plusieurs milliers de policiers dans la foule, différentes revendications se font entendre. L'anticapitalisme, la guerre des classes, le pacifisme ou encore la libération de la Palestine. Alors que la manifestation du 1er mai avait commencé dans une atmosphère plutôt bonne, des tensions sont apparues dans la journée entre les forces de l'ordre et des Black Blocs. Juste après quelques temps, des tensions ont éclaté le soir entre la police et un cortège d'extrême gauche violente. Les premiers tentent actuellement de construire des barricades sur le parcours. Si la plupart des manifestations organisées dans la capitale allemande se sont déroulées de manière pacifique, la police de Berlin a procédé à environ 240 interpellations lors des différents rassemblements du 1er mai marqués en soirée par des échauffourées. C'est dans la soirée que la situation s'est tendue, lorsque, selon la police, les forces de l'ordre ont dispersé un cortège de l'extrême gauche violente, les Black Blocs, dont les membres ne respectaient pas les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Ils étaient réunis sous le mot d'ordre « 1er mai révolutionnaire ». Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Joliba Evening News. Nous profitons de l'occasion, avant de nous quitter, pour souhaiter une excellente fête de Ramadan à toute la communauté musulmane du Mali et du monde. Et excellente suite de programmes à toutes et à tous sur Joliba TV News. Joliba Evening News.